J'ai le grand bonheur d'être en compagnie de Wydia Larivière, qui est cofondatrice et directrice générale de l'organisme autochtone Mikana. Bonjour. Bonjour, oui. Oui, merci beaucoup d'être ici. Donc, on va discuter ensemble des engagements et de la mission nécessaire que l'organisme accomplit depuis maintenant 10 ans. Oui. Merveilleux, hein? 10 ans déjà d'activité dans la communauté. Et justement, hier, en me préparant, je regardais la vidéo que vous avez réalisée avec Wapikoni Mobile en je qui a comme lancé Mikana. Ouais. Où sont tes plumes? Et je voyais Mélissa Molène Dupuis, toute jeune, toute... Je trouvais ça drôle de voir toutes ces personnes 10 ans plus tôt et qui met donc de l'avant des formes de violence envers les Autochtones, les microagressions, l'objectification des Autochtones dans certains contextes, le manque de réalité aussi des Allochtones face, oui, aux traditions, aux savoirs ancestraux qui sont portés par les peuples autochtones, mais aussi sur leur manière de vivre comme n'importe quel être humain dans la société. Il y a beaucoup de préjugés. Est-ce que je me trompe en disant que 10 ans après cette vidéo-là, encore aujourd'hui, on est encore comme pas si loin de cette description-là en tant qu'Allochtone? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire, de choses à mettre en place, de bases à mettre en place pour vraiment entrer dans la guérison, la décolonisation? Oui, malheureusement. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a quand même beaucoup d'améliorations depuis les 10 dernières années. Tu sais, je dirais que je placerais les gens dans une espèce d'échelle, tu sais, qu'il y en a qui sont hyper sensibilisés. Il y en a d'autres qui progressent justement dans cette échelle-là. Et il y en a encore qui sont complètement au bas de l'échelle de l'ignorance et de la méconnaissance. Et puis, on l'a vu dernièrement avec le projet de loi 97, plein de propos racistes dans les médias sociaux. Fait que, malheureusement, il y a encore beaucoup de préjugés, il y a encore beaucoup de racisme. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais on essaie aussi de travailler avec les gens qui sont aussi avancés dans leur parcours d'éducation et qui sont prêts aussi à faire des actions concrètes dans leur milieu ou qui sont vraiment en processus d'autoréflexion individuelle sur comment améliorer la situation. Fait qu'il y a les deux. Il y a quand même du bon là, qui s'est passé les 10 dernières années et parallèlement, encore beaucoup de travail à faire. Et les constats, justement, de cette évolution-là, j'imagine que ça doit être marqué aussi dans ce que propose Projet Mikana dans la communauté en termes d'outils. Est-ce que vous avez vu une progression dans ces besoins-là qui se sont peut-être transformés, intensifiés? Oui, bien, écoute, depuis 10 ans, tu sais, je pense qu'il y a 10 ans, là, c'était l'époque la commission de vérité et réconciliation, puis des événements assez importants. J'avais vécu aussi le mouvement I Don't Know More, tout ça. Fait qu'il y a quand même eu plusieurs événements qui ont comme créé une onde de choc chez les Allochtones, puis que là, tout d'un coup, oh mon Dieu, on veut se former, puis on veut s'informer sur les réalités autochtones. Fait que c'est comme arrivé, peut-être pas soudainement, mais il y a quand même eu une vague importante de gens là, qui ont une prise de conscience, puis que là, ils veulent être formés et sensibilisés. Mais c'est ça, malheureusement, c'est des fois, le milieu autochtone, on n'a pas la capacité humaine de répondre à toute cette demande-là. Fait qu'on est en train de réfléchir, c'est quoi les stratégies pour ne pas laisser les mains vides, les gens qu'on dit, on n'est pas disponible ou on est fatigué. Mais quand même leur proposer quelque chose qu'ils peuvent faire de leur côté aussi. Oui, parce qu'il doit y avoir, tu sais, comme vous le dites, une sursollicitation parce qu'on veut bien faire, parce qu'on veut le mettre partout, parce qu'on veut le rendre disponible dans tous les lieux, à tout moment. Donc, tu sais, dans les entrevues, les émissions, il doit y avoir beaucoup de fatigue et de sursollicitation des mêmes individus à travers ça. Oui, puis c'est ça qui est comme un peu paradoxal parce que je sais que c'est positif. Puis les gens nous disent tout le temps, tu sais, soyez contents, les gens maintenant s'intéressent à vous. Mais c'est le contexte qui fait que ça crée un phénomène de sursollicitation. Puis même à certains moments, ce qu'on appelle le tokenisme, là, on veut tellement un autochtone que on l'instrumentalise, puis c'est l'autochtone de service de la place. Il faut quand même être prudent à certains moments, mais c'est ça, on essaie de sensibiliser aussi sur ces différentes réalités-là. Oui, c'est ça, puis sur la façon, effectivement, est-ce qu'on est en train de tokeniser ou on est en train de vraiment de donner une place et un espace pour la parole, puis... Oui, effectivement. C'est des fois, peut-être qu'en tant qu'Allochtone, ça peut être difficile de voir cet espace-là, puis de dire, oups, qu'est-ce que je suis en train de faire là, comment je me questionne? Et justement, dans vos champs d'action à Mikana, vous avez toute une panoplie d'outils gratuits en ligne. Vous mettez aussi l'accent sur l'auto-éducation pour les Allochtones.
pourquoi l'auto-éducation est si importante dans le processus de guérison puis de décolonisation? Oui, bien, premièrement, comme je l'ai expliqué, il y a le phénomène de sursollicitation. Fait que, humainement, c'est impossible d'avoir toujours une personne autochtone qui s'en vient, même dans un contexte formel pour des ateliers ou des formations. Oui. Parce que là, même dans un contexte informel à des individus, je pense que c'est pas nécessairement une bonne chose de mettre ce fardeau-là sur les individus autochtones qui sont pas nécessairement outillés ou envie de le faire. Mais ouais, il y a le phénomène de sursollicitation, fait que c'est pour ça qu'on développe des outils qui sont gratuits, accessibles en ligne. Puis en fait, on a fait le travail de recherche Google pour les gens de plein de ressources créées par des organismes autochtones qui existent déjà, avec un parcours logique, justement, pour apprendre les réalités de base là, sur les réalités autochtones. Fait qu'au moins, on peut rediriger les gens vers cet outil-là, puis ils peuvent aller s'auto-éduquer. Puis ça nous aide vraiment quand ils peuvent le faire, parce que comme ça, plus tard, on peut aller plus loin dans certaines discussions. Puis, ben nous aussi, ça nous donne un break à certains moments. Ça donne une pause, mais j'oserais dire aussi que ça donne aussi une plus grande responsabilité en tant qu'Autochtone de dire c'est mon travail d'aller faire des recherches, c'est mon travail de m'informer, je dis travail, c'est pas le bon terme employé, mais il est de mon devoir de faire ce bout de chemin-là de mon côté au minimum. Oui, ben en fait, effectivement, c'est un partage de responsabilité parce que on peut pas non plus tout porter, tout le travail de décolonisation puis de réconciliation des peuples autochtones. Non. Et est-ce que vous sentez justement qu'il y a une belle réceptivité en ce sens-là, que les gens sont proactifs dans le souhait de comprendre puis d'apprendre sincèrement à travers ça? Il y en a de plus en plus. Puis c'est pour ça, nous aussi, on aime ça mettre l'énergie aussi sur les personnes et les organismes qui sont quand même déjà avancés dans leurs connaissances puis qui veulent justement être dans l'action pour amener des changements significatifs dans leur milieu. C'est pour ça aussi qu'au-delà des activités ponctuelles, on s'engage dans des accompagnements ou des partenariats à plus long terme avec certains milieux, parce que là, on voit des impacts à plus long terme, des impacts qui vont rester là. Puis juste pour donner un exemple, on travaille depuis 2018 avec le Collège Antique dans sa démarche d'autochtonisation, puis on en voit là, des impacts. Aujourd'hui, on a accompagné des profs qui voulaient décoloniser leur plan de cours. Il y a maintenant un centre pour étudiants avec une ressource qui a été embauchée, une ressource autochtone qui a été embauchée. Puis on continue le travail avec eux. Puis souvent, c'est comme plus valorisant aussi pour les personnes impliquées de voir ces changements-là qu'un atelier ponctuel qu'on va à un endroit, qui ont coché leur case, puis que là, OK, on passe à autre chose. Vous étiez la saveur du mois, puis mais c'est pas nécessairement intégré après dans le quotidien, puis c'est ça. Dans tous les outils, là. Ouais. Puis il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous abordez là, parce que la décolonisation, on peut imaginer que c'est une chose, que c'est un aspect, que c'est systémique, que ça n'appartient qu'à une zone de notre vie, de nos communautés, mais c'est partout. Oui, tout à fait. En lisant sur ça, puis en regardant, vous êtes très actifs sur les médias sociaux, notamment. Quand on lit, on est comme « Ah ben oui, hein, moi aussi, j'ai déjà pensé ça. » Ou « Ah ben moi aussi, je vois qu'il y a ça qui se passe autour de moi. » Fait que la décolonisation, c'est vraiment multiplié, puis ça se trouve dans tellement de lieux de nos vies. Puis ça peut se faire aussi à petite échelle, parce que souvent, ça fait peur aux gens, comme la quantité de travail que ça peut représenter. Puis moi, je dis, ben comme, on peut pas changer 500 ans de colonisation en une semaine. Non. Fait qu'on y va étape par étape, puis fait que ça peut se faire, des fois, il y a des actions à petite échelle qui vont avoir d'énormes impacts. On peut toujours commencer quelque part, puis, faut pas non plus trop regarder la montagne. Non. Puis c'était pas dans le but de dire qu'il y en a beaucoup, puis que c'est partout, puis que c'est laborieux. Au contraire, de dire que ça n'appartient pas qu'à un seul secteur de nos vies, mais que ça peut justement s'incarner dans plein d'espaces de nos vies. Puis c'est pas obligé d'être un grand geste, mais juste de comprendre, puis de porter plus attention, puis d'être à l'écoute, puis de se dire, je répéterai pas ce geste-là parce que je me rends compte que finalement, je contribue à un cycle néfaste dans un souci de décoloniser la pensée, les imaginaires, les actions. Voilà, c'était plus dans ce sens-là que je l'abordais. Et justement, ça m'amène à
tout ce qu'on peut trouver sur votre site web, vos médias sociaux aussi, en termes d'outils, en termes de services d'accompagnement aussi, il y a des informations là-dessus. Oui. Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Oui. Bien, en fait, je dirais la première chose principale que je vous invite à aller consulter, c'est notre liste d'outils qui sont tous gratuits, accessibles, notamment le parcours éducatif là, de la boîte à outils décoloniale que je mentionnais un peu plus tôt, où est-ce qu'on a regroupé des ressources que les gens peuvent tout simplement aller consulter en ligne. Fait que c'est plusieurs heures d'apprentissage, là, puis il y a certains organismes là, déjà qui le font en groupe, puis qui c'est l'équivalent là, d'une formation sur les réalités autochtones. Mm-hmm. Puis sinon, il y a d'autres outils. Il y a un guide qu'on a fait avec Amnesty International qui démystifie des préjugés. Fait qu'il y a vraiment une longue liste d'outils là, que vous pouvez aller découvrir, puis effectivement un peu plus sur le travail qu'on fait, puis aussi l'offre de services sur l'accompagnement notamment. Mm-hmm. Puis il y a aussi dans les médias sociaux, donc ma collègue aux communications, Lindsay, qui fait des publications qui sensibilisent sur des sujets comme par exemple, c'est quoi l'étiquette dans un powwow? Parce qu'il y a souvent des autochtones qui ont... J'aimerais ça dans un powwow, mais j'ai peur de, je sais pas, déranger ou d'être mal reçu, ou que je sais pas si je vais bien faire les choses. Ou des fois, il y en a qui vont et qui font aussi là, des erreurs. Des petites maladresses. Oui, des maladresses. Donc, fait qu'il y a aussi, c'est ça, on a parlé du mois de septembre, le mois de la réconciliation. Rappeler que c'est un mois de commémoration puis pas un mois de célébration pour nous. On a fait aussi un pause dernièrement sur expliquer c'est qui Mary Two Axe, parce que là, on vient d'apprendre qu'il y a une station de métro qui va être nommée Mary Two Axe. Ça a fait réagir aussi. Fait qu'on voulait comme sensibiliser sur c'est qui cette personne-là. Oui. Fait que nos médias sociaux aussi, il y a plein d'outils de sensibilisation en quelque sorte. Oui, je pense que c'est une façon aussi d'en consommer régulièrement en s'abonnant à vos médias sociaux parce que ça arrive dans notre fil d'actualité puis on prend le temps de le lire à ce moment-là. Donc, ça peut être une manière facile d'avoir accès à une partie de ces informations-là. Et justement, là, vous avez mentionné Mary Two Axe Early. Oui. Ça a été quoi les réactions par rapport à ce nom-là en particulier? Les gens ont réagi sur tout, le processus, mais également... Oui, bien, mon premier feeling, c'est que... Bien, moi, j'étais là à la conférence de presse quand que ça a été annoncé, puis c'était vraiment émouvant parce que la famille de Mary Two Axe était là, puis on était quand même une bonne délégation autochtone sur place, fait que à ce moment-là, c'était vraiment positif, puis tout le monde était content. Par la suite, j'ai vu quand même dans les médias sociaux que c'était mitigé. Il y avait des gens qui... Ben beaucoup même. J'étais contente quand même de voir l'appui de femmes féministes de différentes origines, tu sais, comme être contente, puis appuyer. Ah, wow, une femme autochtone, tu sais, qui est un nom de métro. Mais là, je voyais aussi d'autres réactions, tu sais, comme... Ah, c'est quoi le lien avec Montréal? Je comprends pas, c'est difficile à prononcer. Puis... Fait que là... C'est ça, fait qu'il y en a tout le temps, là, ce genre de réaction-là. Mais c'est ça, c'est pour ça, je pense, l'idée du post, de la publication qu'on a faite dans les médias sociaux, parce qu'il y avait plein de gens qui savaient aucunement c'est qui Mary Two Axe, c'est qui est une quand même militante autochtone importante. Moi, je la connaissais bien parce que j'ai déjà travaillé chez Femmes autochtones du Québec, puis c'est ça, je suis inspirée par plusieurs femmes féministes autochtones, mais c'est ça, je pense que si ça peut sensibiliser les gens pour découvrir qui elle est, ben tant mieux. Ben oui, tant mieux, parce que c'est ça, c'est elle qui était l'instigatrice du mouvement. Oui, c'est ça, dans les années 70, c'est comme elle a mené justement les mouvements des femmes autochtones là, qui militaient pour le respect de leurs droits, puis qui les volets qui étaient racistes et sexistes là, de la loi sur les Indiens, puis qui a mené à des changements dans les années 80. C'est comme, je pourrais en parler pendant des heures de juste ça, mais oui, c'est une femme importante dans le mouvement pas banal, féministe des femmes autochtones. Tellement. Tellement. Et là, si on regarde les projets actuels pour Mikana, à ceux à venir aussi d'ici la fin de l'année, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Oui, bien, je vais focusser sur des événements auxquels vous pouvez participer, parce qu'on a tout le temps des événements toute l'année dans tous nos champs d'action, que ce soit pour les jeunes autochtones, nos accompagnements, tout ça. Mais puis là, ça va paraître comme inusité comme activité, mais le 4 octobre,
On a une projection de Star Wars, Un Nouvel Espoir, mais qui est doublée dans une langue autochtone, en Anishinaabe-Moine. Wow! Mais il y a des sous-titres en anglais. Ça va être au cinéma du musée le 4 octobre à 19h. Les billets sont gratuits. Fait que si vous voulez, c'est comme un événement, en fait, pour faire la promotion, puis parler de l'importance de préserver nos langues. Puis là, c'est dans ce cas-là plus comme à travers la culture populaire puis les œuvres culturelles contemporaines. Contemporaine. Je sais que Star Wars, c'est dans mais plus comme, tu sais, montrer que la langue est on veut la garder vivante, puis que c'est ça. Fait que il y a de plus en plus de films populaires qui sont doublés dans des langues autochtones. Fait que, c'est ça. Nous, on va en faire une projection le 4 octobre. Puis sinon, juste rester à l'affût dans nos médias sociaux. On a une campagne de sensibilisation et de dons pour nos 10 ans qui s'en viennent prochainement. Oui. Fait que si vous voulez nous suivre là, sur Facebook, Instagram, c'est là qu'on est très actifs. Oui. La page se nomme Projet Mikana. Fait que je vous invite à nous suivre dans les médias sociaux. Absolument. Puis là, outre la campagne de dons qui approche, est-ce qu'il y a d'autres façons de soutenir Mikana dans ses activités, sa mission? Je dirais comme allez consulter nos outils. C'est comme... Ou sinon, les partager dans votre entourage. Puis si vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont plus ou moins de connaissances ou vous pensez que c'est pertinent dans votre milieu de travail de partager ces outils-là, déjà, nous, ça nous aide beaucoup de faire connaître ces outils-là puis que les gens les utilisent. Fait que les gens peuvent faire des dons, mais ils peuvent aussi juste partager. Qu'est-ce qu'on partage autant dans les médias sociaux que les outils qu'on utilise. Puis c'est drôle parce qu'il y a une publication qu'on a faite dans Instagram, celle justement sur sensibiliser sur le mois de septembre. Puis il y a des gens qui nous ont écrit pour demander s'ils pouvaient l'imprimer, l'avoir en PDF, puis l'imprimer, puis le mettre sur le mur à leur travail. Quelle bonne idée. Fait que nous, tu sais, comme on est vraiment partants pour qu'on peut sensibiliser, tout ça. Fait que gênez-vous pas à nous écrire si vous avez même des idées sur comment que vous voulez sensibiliser dans votre milieu puis utiliser nos outils, là, c'est ça qui nous aide beaucoup, en fait. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps avec nous ce matin. Wydia Larivière, je répète, qui est cofondatrice et directrice générale de l'organisme autochtone Mikana. Merci beaucoup de votre présence. Au plaisir. Merci. Miigwech.